Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de mon libre journal, le journal de Pascal Lassalle, bien entendu, à l'écoute de Radio Courtoisie. Alors je tiens d'ores et déjà à préciser que cette émission est préenregistrée une semaine avant sa diffusion, dont les auditeurs qui voudront se manifester, à bon escient comme toujours, je ne peux que l'espérer, le feront par les moyens classiques du bord, soit une bonne vieille lettre manuscrite, ou alors les moyens permis par notre autre technologie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder une thématique qui m'est chère depuis longtemps, pour ceux qui me connaissent, qui savent aussi dans quel horizon axiologique et idéologique je m'inscris, selon celui du courant de pensée que certains ont cru qualifier de nouvelle droite. Et ce courant de pensée a longtemps réfléchi à un concept qui revient aujourd'hui à la fois au cœur de l'actualité internationale, mais également au cœur de l'actualité éditoriale. Donc, ce qui me donne toute l'occasion d'essayer de revenir là-dessus dans cette notion, ce concept, c'est celui d'Occident. Donc aujourd'hui, nous parlons pas mal d'Occident. On a développé cette notion d'Occident collectif. On parle de désoccidentalisation. Puis il y a bien sûr donc la nouvelle ère qui s'annonce avec donc la montée d'une défiance planétaire vis-à-vis d'une certaine arrogance occidentale, qui n'est pas nouvelle, mais qui aussi s'est développée à la fois à l'occasion de l'agression généralisée russe en Ukraine depuis février 2022. Et sur laquelle aussi on a pu rebondir avec, bien sûr, le nouveau conflit israélo-palestinien qui a éclaté ces dernières semaines. Donc, l'occasion nous est donnée de revenir sur cette notion d'Occident avec deux invités, ou du moins deux ouvrages, dont l'un est signé par un invité qui est en face de moi, donc qui viennent d'ailleurs tous les deux d'horizons assez différents, mais qui se rejoignent, on va le voir largement, d'une part dans l'analyse et le constat que nous pouvons faire autour de cette notion générale d'Occident, qui a bien sûr donc des facettes géopolitiques, mais également historiques, culturelles, et puis bien sûr économiques et militaires, mais ça, on va y revenir. Et d'autre part, quand même des sensibilités qui viennent d'horizons différents, notamment pour celles qui concernent mon premier invité, qui n'est autre que Max Erwan Gastineau. Max Erwan, bonjour. Bonjour. Vous êtes un familier de ces studios, vous êtes déjà intervenu dans le cadre de notre matinale, Ligne Droite, avec mes collègues. Vous êtes intervenu également sur d'autres médias. Alors, pour vous présenter, à nouveau rapidement, donc, vous êtes né en 1988, vous êtes diplômé en histoire et en relations internationales. Vous avez baroudé un petit peu dans votre cursus d'études donc, au Canada et aussi d'ailleurs une petite île caribéenne que je connais très mal et d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons peut-être, Trinité et Tobago, avant de travailler en Chine pour une ONG, aux Nations Unies et à l'Assemblée nationale. Donc un riche parcours pour un jeune trentenaire comme vous. C'est un petit peu je crois que c'est un petit peu le cas de votre génération, qui est beaucoup plus globe-trotteuse que la mienne. Moi qui bientôt m'approche dangereusement de ma 6e décennie. Alors, vous êtes un chroniqueur pour divers médias. Vous avez été chargé également à une certaine époque des pages politiques de la revue Limite, qui est une revue qui était extrêmement stimulante dans ses débats et dans ses études. Vous avez publié il y a quelques années, en 2019 je crois. Tout à fait, 2019. Donc un ouvrage remarqué qui s'intitulait Le Nouveau Procès de l'Est et aux éditions du Cerf et qui avait le mérite, comme nous sommes quelques-uns à avoir essayé de le faire aussi depuis plusieurs années, mais de jeter quand même un regard différent et un regard empathique sur une partie de l'Europe que nous connaissons mal, une partie de l'Europe dont l'histoire fait qu'il y a souvent des incompréhensions avec sa part occidentale à travers le destin qui fut le sien. Donc le nouveau procès de l'Est, bien sûr, ça concernait l'Europe centrale orientale, ces anciens pays du pacte de Varsovie, mais aussi de la Mittel Europa. Et là, vous avez bien montré des spécificités qui concernent les mémoires nationales, le fait de la permanence de certains ressorts de toute population, de tout peuple qui permet à un peuple de se projeter dans l'avenir et dans sa destinée. Et donc en parlant bien sûr du cas hongrois, du cas polonais, des références littéraires, notamment aussi à de grandes signatures comme Miłosz ou Kundera. Voilà, en fait, tout un univers que nous devrions mieux connaître, en tout cas nous, ce que nous efforçons de faire en tant que bons Européens, dans le nouveau procès de l'Est. Et vous récidivez, si je puis dire,
pour notre plus grand plaisir, toujours chez le même éditeur, donc Édition du Cerf, avec un ouvrage qui s'intitule fort pertinemment d'ailleurs, je trouve que la formule est belle, l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Alors, avant de vous donner plus précisément la parole, je voudrais un petit peu resituer justement le regard que une partie des droites, hein, vous savez que Radio Courtoisie est la radio de toutes les droites, mais certaines droites ont, il y a une quarantaine d'années, ont commencé à jeter un regard critique justement sur cette notion d'Occident. C'est des droites qu'on pourrait qualifier de nouvelles, la fameuse nouvelle droite, mais aussi de nationalistes révolutionnaires ou de radicales. Et une forme comment dirais-je, de changement copernicien s'était fait au mi-temps des années 70 avec au sein donc ce qu'on appelait à l'époque le GRES, le groupement de recherche d'études et pour la civilisation européenne, à travers notamment la publication d'un numéro de Nouvelle École mémorable où une critique sévère de ce que pouvait représenter l'Amérique au niveau civilisationnel était faite sous la plume d'un des mentors de la nouvelle droite de l'époque, Giorgio Locchi, et puis bien sûr Alain Benoît. Donc tous les deux avaient signé donc un article qui sera plus tard décliné sous la forme d'un ouvrage en Italie, le mal américain, mais pas au sens métaphysique bien sûr. Ce qui fait que dès 79-80, on publie des articles notamment un article mémorable de Guillaume Fay, une des jeunes plumes de la nouvelle droite de l'époque, c'est intitulé Pour en finir la civilisation occidentale, avec cette couverture mémorable d'Olivier Carré, on voyait l'aspect liberté qui s'effondre de cette manière, suivi très vite par son ouvrage Le système a tué les peuples, la petite brochure méconnue qui s'intitule L'Occident comme déclin, et je pourrais le repréciser, est disponible d'ailleurs aujourd'hui gracieusement en PDF sur Internet, un ouvrage qui n'a pas été réédité, Le nouveau discours à la nation européenne, la proclamation d'Alain Benoît à travers un ouvrage publié chez Robert Laffont en 1986, Europe tiers-monde, même combat. Là aussi, vous voyez, on prenait déjà dans ce contexte de guerre froide, où en fin de compte, il était question de trouver une troisième voie, non occidentale ou post-occidentale, entre le condominium américano-soviétique et la recherche d'une alliance, en tout cas d'intérêts convergents, avec ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le tiers-monde, et qu'aujourd'hui on appelle le Sud global. Donc effectivement, je tenais un petit peu à mettre ce point en avant, parce que voilà, ce questionnement sur l'Occident, il ne va pas de soi au sein des droites. Il y a toujours eu une droite occidentale, voire occidentaliste. On se rappelle aussi cette revue de Maurice Bardèche, Défense Occident, à la fin des années 60, années 70. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, nous entrons dans une ère nouvelle et il est intéressant de voir de jeunes essayistes comme Max Erwan, qui est en face de moi, revenir judicieusement justement sur ce questionnement et justement ce qu'il implique. Et nous allons le voir, il va le développer, notamment en particulier par rapport à ce qu'il implique. Il implique surtout un retour sur nous. Que sommes-nous? Que sommes-nous destinés à redevenir de cette manière? Alors, Max Erwan, je vous donne la parole. Effectivement, on pourrait revenir 3 décennies en arrière avec donc le commencement de ce que vous allez qualifier d'ère de l'imitation, mais déjà avec des critiques qui se font justement d'une certaine arrogance occidentale et de sa volonté à universaliser des principes qu'elle croit justement universels. Écoutez, merci pour cette présentation très, très riche. En effet, on évoque régulièrement le tournant qu'a représenté la chute du mur. Et dès cette époque, mais comme à toute époque en quelque sorte, il y a toujours un décalage entre le discours et en fait la réalité qu'il y a derrière les discours. Le discours qui domine, mais qui s'appuie quand même sur une certaine réalité dans les années 92, c'est le fait que, en effet, l'ensemble du monde est au fond appelé à converger, à épouser les canons du modèle occidental, la démocratie libérale, tout le monde connaît. Le livre de Fukuyama qui annonce la fin de l'histoire, puisque l'uniformisation du monde entraînera la fin des différences et derrière la fin des différences, la fin des conflits qui en résultent. En fait, oui, en effet, dès le début des années 90, ce n'est pas un mouvement d'occidentalisation auquel on assiste, mais plutôt à un mouvement d'affirmation des pays du Sud, des pays qui disent aux Occidentaux, certes, il peut y avoir des principes universels, voire même des valeurs universelles, des intérêts communs, mais derrière ces valeurs, derrière lesquelles vous vous rangez pour continuer à asseoir votre domination mondiale, disent un certain nombre de pays du Sud, il y a aussi des identités
locale, nationale, civilisationnelle. Et il y a un exemple très concret que je donne juste au début de mon ouvrage, c'est l'année 1993, d'ailleurs Samuel Huntington l'évoque dans son fameux ouvrage, la déclaration de Bangkok, qui préface la Convention internationale de Vienne, qui réunit 171 nations. C'est la première convention internationale sur les droits de l'homme après la guerre froide. Et donc, vous avez 2 mois avant cette convention, la déclaration de Bangkok, c'est-à-dire les pays asiatiques, Singapour, le Vietnam, la Chine, se réunissent à Bangkok et disent « Nous allons participer à la convention sur les droits de l'homme, nous allons la signer, mais à condition également que vous teniez compte de nos différences. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que contrairement à des idées qui étaient extrêmement répandues justement dans les sphères intellectuelles et politiques occidentales, modernisation ne rythme pas avec occidentalisation. Et on aurait dû se souvenir, par exemple, de l'exemple de l'ère Meiji, avec le Japon qui s'est modernisé pour des raisons tout simplement de survie, pour être happé par les puissances européennes donc impérialistes et rapaces en quelque sorte du début du XXe siècle. Là, on commence à se voir. Puis il y avait aussi des précédents avec notamment des dirigeants asiatiques comme Lee Kuan Yew à Singapour ou le Premier ministre Mahathir qui déjà avait, je me rappelle, c'était l'extrême fin des années 80 où déjà on avait peur déjà à l'époque c'était les Japonais qui faisaient peur, voilà, cette période-là. Mais déjà on avait une sorte de renouveau asiatique au niveau des valeurs, au niveau de notre modèle de développement, en tout cas culturel et en quelque sorte identitaire, si je puis dire. Donc dès la fin des années 80 par rapport à un Occident qui est déjà, avec, surtout dans le contexte également de la chute du mur et des discours de Fukuyama, était perçu comme envahissant d'une certaine manière. Oui. Il y a eu deux grands phénomènes qui ont touché les pays du Sud au XXe siècle, qui sont d'ailleurs des phénomènes liés à une forme d'occidentalisation. La décolonisation, c'est quand même l'avènement du principe de souveraineté nationale, et puis l'avènement d'États calqués sur le modèle européen dans des pays qui ne l'avaient pas connu jusque-là. Il y a des livres très intéressants de Bertrand Badi sur le sujet. Et donc cette phase, cet essor politique du fait de la décolonisation, puis ensuite, deuxième mouvement, la mondialisation, qui a permis à ces pays du Sud d'atteindre un certain stade de développement économique. Donc cet essor économique et politique, cette modernisation, a permis à des pays autrefois subalternes d'accéder à un certain rang. Et quand vous accédez à un certain rang, il en va des individus comme des peuples, ils prennent confiance en leurs propres capacités et donc n'hésitent plus à s'affirmer sur la scène internationale pour défendre leurs intérêts. Simplement, et c'est l'autre mouvement de modernisation qu'on n'a peut-être pas tout à fait eu en tête à l'époque, c'est que la modernisation, l'essor économique et politique d'un certain nombre de pays, leur inscription dans les canons du modèle occidental a généré aussi une forme de fragmentation intérieure, une remise en question d'un certain nombre de valeurs traditionnelles qui a suscité un contre-coup conservateur qui fait qu'aujourd'hui, toujours, mais depuis la chute du mur, vous avez dans tout un ensemble de sociétés dites du Sud, une volonté aussi de s'opposer aux valeurs libérales de l'Occident pour préserver un certain nombre de codes traditionnels, disons-le ainsi. Voilà, en plus avec aussi ce phénomène particulier qui voyait certains pays essayer de retrouver un modèle propre, mais au nom de canons occidentaux, de cette manière, notamment des canons idéologiques, effectivement. Et puis il y a eu aussi la fin de cette polarisation qui pouvait parasiter en quelque sorte toute forme d'émancipation, c'est-à-dire le contexte de la guerre froide, avec ce monde bipolaire, où beaucoup de pays du dit tiers-monde étaient sommés de se mettre d'un côté ou de l'autre, voilà, de marquer leur appartenance à un camp ou à un autre. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante que je cite d'André Malraux, qui le dit en 68 à des étudiants, mais André Malraux était visionnaire sur plus d'un point. Il disait « Nous avons cru que le XXe siècle serait le siècle de l'international. Or, il est le siècle des nations, puisque des nations émergent avec, encore une fois, la décolonisation. Et puis, des nations émergent parce que, comme vous venez de le rappeler, en imitant le modèle occidental, elles ont voulu, malgré tout, chercher à maintenir un certain nombre de différences, à patrimonialiser les raisons de leur essor économique et politique. Je reprends un concept de Henri Lorentz, qui est professeur au Collège de France, et qui rappelle ce phénomène un peu ambivalent, où à la fois on imite les Occidentaux tout en cherchant à s'en démarquer pour continuer d'exister malgré la volonté, plus ou moins assumée, d'imiter le modèle qui a été longtemps le modèle dominant. Voilà, mais il y a eu par exemple aussi les tentatives du nationalisme arabe,
qui ont échoué, d'ailleurs en partie par la faute de l'Occident, lorsque l'Occident paradoxalement a lancé ses armées contre l'Irak bassiste, et puis plus tard même aussi la Syrie, le frère ennemi bassiste de Syrie, et effectivement on actait de certaine manière la fin de la période, de la séquence nationaliste arabe, pour qu'une partie du monde arabo-musulman se tourne à nouveau vers une forme de fondamentalisme islamique qui a aussi une dimension identitaire, en plus d'être religieuse. Alors, dans votre ouvrage, effectivement, vous rappelez également, en vous appuyant notamment sur l'ouvrage d'un universitaire remarquable, David S. Landes, mais en quelque sorte, les racines qui ont fait le succès de l'Occident historiquement. Est-ce que vous pourriez le retracer rapidement à l'attention de nos plus jeunes auditeurs ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on cherche à comprendre les ressorts de la montée en puissance du premier Occident, l'Europe, on situe souvent cet essor à la Renaissance, au XVIe siècle. Alors, en effet, la période de domination de l'Occident a commencé au XVe, XVIe siècle avec les grandes découvertes. Oui. Et surtout, il n'y a plus l'ambiguïté entre Occident et Orient. On rappelle que l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, a chuté en 1453. Donc désormais, l'Occident va se résumer à une partie de l'Europe dite strictement occidentale et centrale. Voilà. Et donc en effet, la Renaissance ouvre une phase de domination, d'essor lié à l'avènement de la science, de l'État moderne, qui va durer pendant 400 ans. Mais si cet essor a eu lieu, si ce décollage a eu lieu, parce qu'il y a une sorte de consensus parmi les historiens pour dire que aux alentours du XVIe siècle, au XVe siècle, l'ensemble des pays du monde avaient un stade de développement, disons, plus ou moins équivalent. Il y a eu véritablement un décollage de l'Europe. C'est lié à ce que j'appelle des déterminations fécondes, des valeurs intrinsèquement européennes, ou en tout cas un certain nombre de déterminismes qui doivent être reconnus pour comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui a fait, jadis, la puissance de l'Europe. Alors, il y aurait 3 grands facteurs, je vais les dire très rapidement. Il y a un facteur climatique, un facteur spirituel et un facteur politique. Le facteur climatique, je crois qu'il faut toujours rappeler que nous sommes avant tout aussi le produit d'une géographie. Et en effet, nous vivons en Europe occidentale dans un climat plutôt tempéré, avec des pluies régulières qui ont permis assez tôt le développement de l'agriculture. Nous n'étions pas obligés de traverser des zones désertiques pour permettre à nos animaux de trouver la nourriture dont ils avaient besoin. Donc ça a joué également dans nos stratégies militaires, puisque nous avons des chevaux robustes qui permettaient en effet des attaques de mêlée beaucoup plus faciles, aisées que par exemple les chevaux arabes qui, en traversant des zones désertiques, perdaient quelque peu leur corpulence et du coup étaient rapides, mais assez peu, si vous voulez. Ça pourrait nous renvoyer, par exemple, l'ouvrage de Victor David Henson sur le modèle occidental de la guerre. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Exactement, mais ce qui est intéressant chez David Landes, c'est qu'en effet, il nous rappelle ce qui a fait notre puissance, donc en effet les conditions climatiques. Les conditions spirituelles, également le christianisme a joué un rôle évident dans les valeurs des Occidentaux, leur rapport au travail, leur rapport au temps aussi, la volonté de maîtriser leur environnement, puisque le christianisme a au fond une ambivalence. C'est à la fois une religion transcendantale, qui rappelle la distance qui sépare l'homme du divin, mais c'est aussi une religion incarnée notamment par Jésus-Christ, et qui nous donne un modèle sur lequel nous adosser pour nous améliorer personnellement, et puis améliorer la condition humaine, la rendre meilleure. Et donc cette dynamique, ce christianisme a induit un certain rapport au progrès, qui a été aussi fondamental dans le développement, notamment industriel européen, qui commence dès l'ère médiévale. Et puis enfin, je le dis un petit peu rapidement, mais je l'étaye dans mon ouvrage, il y a un facteur décisif qui est le facteur politique. L'Europe a été très tôt divisée, après avec la chute de l'Empire romain, puis après avec la chute de l'Empire de Charlemagne qui a cherché à ressusciter, comme tout le monde le sait, le magistère de Rome. L'Europe a été divisée en cités-États, en royaumes, en États-nations, créant une rivalité, une émulation collective qui là aussi a été source de développement économique. Voilà, c'est vrai que ça souvent, c'est un paramètre qu'on ne prend pas assez en compte. Effectivement, cette dialectique, ces rivalités multiséculaires intra-européennes ont été extrêmement motivantes, en quelque sorte, émulatrices, et ça explique une partie des dynamiques. Si vous permettez de rajouter une petite dimension, ce serait celle aussi, bien sûr, vous avez parlé du christianisme, et de sa part dans la spiritualité de l'Europe, mais également il y a un élan qui était pré-chrétien qui peut nous renvoyer, et là c'est un héritage qui nous échappe, parce que pour nous il peut être refondateur en partie d'une vue du monde proprement européenne, l'héritage indo-européen, avec son élan conquérant, son élan aventureux. Effectivement il y a une sorte de pulsion qui poussait les peuples d'origine indo-européenne à la conquête, à l'arraisonnement, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, du territoire, à la fois pour l'explorer, pour le mettre en valeur et bien sûr, pour le dominer, de certaine manière,
certains peuples n'ont pas été aussi pourvus. On peut penser à l'Empire du Milieu, qui longtemps s'est contenté de sa sphère, et puis en fin de compte de ces cercles concentriques de barbarité, en quelque sorte, d'étrangeté, mais qui n'a pas cherché, malgré quelques parenthèses, notamment la flotte de l'amiral Shinge, mais bon, parenthèse vite avortée. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi également que c'était deux phénomènes concomitants. Au début, à l'aube de la Renaissance, on a à peu près une forme d'égalité en termes de puissance et de rayonnement entre la sphère euro-chrétienne, occidentale chrétienne, l'Empire ottoman, l'Empire du Milieu chinois, et ensuite les deux vont être largués pour différentes raisons aussi qui sont liées à leur anthropologie et aussi à des facteurs religieux et culturels. Oui, tout à fait. Je crois que c'est important de rappeler aux Européens pourquoi leur puissance, ou en tout cas ce qui a fait la force de ce continent, de ce petit bout du monde qui n'était pas nécessairement appelé à un tel destin. Pourquoi, justement, avons-nous notre histoire s'est-elle conjuguée avec la domination, la conquête aussi, hein, en effet, et puis qui s'est ensuite étendue à d'autres océans. Parce que je crois que dans l'époque dans laquelle nous vivons, mais on y reviendra sans doute ensuite, dans ces temps dits géopolitiques, ou de retour de la géopolitique, il est toujours important d'être doté d'une conscience spatiale et temporelle, de savoir de quel terreau nous sommes les héritiers, et quelle histoire a donné à ce que nous sommes ces accents, ces aspérités. Brodel parle de la longue durée civilisationnelle, et je crois que les Européens, en ignorant leur histoire, ignorent un certain nombre de leçons qui leur permettraient sans doute d'être un peu plus agiles dans les temps que nous vivons, et oublient surtout les sources peut-être d'une fierté collective qui nous fait aujourd'hui défaut. Et surtout la capacité à réactualiser un esprit, une tradition et un moment de notre histoire. Et c'est pour ça que nous c'est quelque chose qui nous est... Quand je dis nous, c'est d'ailleurs la sensibilité que je représente en quelque sorte, et qui s'inscrit par exemple d'un courant qu'on a pu qualifier de surhumaniste ou d'archéofuturiste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons une vision tridimensionnelle de l'histoire, une vision sphérique, c'est-à-dire que nous pouvons nous réapproprier les moments de notre histoire qui sont favorables à une réémergence, à un renouveau, à une régénération. Et par exemple, le mythe de Prométhée, la dimension faustienne aussi, pour reprendre un terme spenglerien, mais qui a aussi été développé par d'autres penseurs comme Guillaume Fay par exemple. Donc là, effectivement, ce sont ces élans, cette profonde pulsion anthropologique qui aussi vont amener les Européens à faire les meilleures choses, comme les plus discutables également, mais ça fait partie d'une dynamique que nous devrions retrouver. Oui, il y a une dynamique. Alors, moi, sur la dynamique européenne et occidentale, j'insiste beaucoup sur justement cette dimension de l'autonomie. Hein, c'est l'autonomie comme étant la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à, au fond, maîtriser ses destinées, maîtriser son environnement. Et du fait d'un essor technologique qui, dès l'époque médiévale, fleurit dans les cités et les royaumes européens, nous avons eu justement cette capacité à maîtriser notre environnement et à développer, à bâtir des royaumes et des cités robustes. Et ce que j'explique à un moment donné dans mon ouvrage, c'est que cette dynamique de l'autonomie qui était incarnée collectivement par les monarchies, puis les États-nations, elle a continué tel un processus inarrêtable qui aujourd'hui prend moins une trajectoire collective qu'individualiste. Mais c'est toujours la même histoire, le même mouvement d'autonomie qui s'affirme, sauf que cette autonomie aujourd'hui se retourne contre nos ancrages collectifs, puisque c'est en s'émancipant de son ancrage collectif et national que l'individu parviendra à réaliser l'ensemble de ses facultés. Et là, je crois qu'il y a un danger pour le coup. C'est ça l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la pensée profonde européenne, dans l'anthropologie profonde des Européens, il y a une saine dialectique complémentaire, des complémentarités entre la sphère autonome, la sphère personnelle et la sphère collective, dite même communautaire, pourrions-nous dire. Ça reprend cette distinction Gesellschaft, donc de Denise. Donc, à partir du moment où cette autonomie qui faisait en fait, une grande particularité des Européens par rapport, par exemple, des empires en masse, ou de ces despotismes orientaux, pour reprendre ce terme qu'on pouvait trouver en Chine, par exemple, se transforme en individualisme
qui est un rejet en fin de compte de toute médiation avec le collectif et où toute forme d'appartenance est ressentie comme une prison, comme une forme coercitive, là, le problème se fait jour et accouche de ce nouvel Occident dont vous allez nous parler, avec justement tous ces phénomènes sociologiques que nous pouvons déplorer et qui sont, à juste titre, rejetés et cloués au pilori par le reste du monde, de certaine manière. Oui. L'idée même d'un progrès continu, que un certain nombre de technologies allaient permettre d'accélérer un progrès en termes de développement de biens matériels, mais également, pensez par exemple évidemment Condorcet, de développement moral, une humanité qui allait être meilleure à force d'être en mesure de maîtriser ses passions, ses pulsions et son environnement, a produit des sociétés dans lesquelles l'individu a une place telle qu'il est aujourd'hui en révolte contre toute forme d'appartenance collective. Souvent, et je m'inscris en faux contre ce discours, on range le wokisme, qui est l'une des dernières réalisations de l'Occident, justement, dans la catégorie des pensées anti-occidentales. Certes, le wokisme se retourne contre l'Occident, son mode de vie traditionnel, disons-le ainsi, mais il est un produit typique de ce processus d'autonomie qui fait qu'aujourd'hui, dans le mouvement woke, les individus ne sont pas contre toute forme de déterminisme, mais veulent élire leur propre détermination. Si je veux être une femme demain, je n'ai qu'à le décider. Donc aujourd'hui, le mouvement d'autonomie se transforme en une forme de subjectivisme. C'est une évolution paroxystique, en fait. Qui est une évolution paroxystique, une sorte de stade terminal d'une évolution typiquement européenne, là où occidentale. C'était vraiment profondément ancré justement dans l'être occidental, étant donné que moi je considère que une grande partie de l'idéologie et du vécu occidental est ancrée dans une sécularisation. Voilà, des mythèmes chrétiens, de cette manière. Donc, c'est ici-bas. Et là, on en voit l'exacerbation de cette manière. Donc, effectivement, c'est profondément ancré dans l'Occident. Et ça risque en fait un petit peu l'ambiguïté. Mais je crois que c'est toujours nécessaire d'aller aux racines, de cette manière, de ces phénomènes-là, pour bien les cerner. Et justement, après, renouer avec autre chose. C'est important d'aller aux racines. Ça permet de dépasser, quoi. Oui, c'est important d'aller aux racines pour objectiver quelque chose dont on n'a pas souvent conscience. Et moi, j'aime bien l'idée de contrepoids. C'est-à-dire que nous sommes les enfants d'une dynamique infernale, en quelque sorte, qui confine à une forme d'individualisme exacerbé aujourd'hui qu'incarne le wokisme. Mettons des mots sur ce processus historique pour pouvoir élire un certain nombre de contrepoids. Et c'est là où j'érige dans mon livre, mais qui est déjà présent dans mon premier ouvrage, à l'aune du cas centre-européen, l'importance du contrepoids qu'incarne l'enracinement dans des nations conscience de leur particularité et de la valeur de ces particularités. Voilà, après, le débat pourrait porter sur les échelons sur lesquels on peut justement mettre en place ce que vous appelez des contrepoids, que je pourrais appeler des alternatives radicales. Mais une fois de plus, je rappelle que radical, c'est pas synonyme d'extrémisme. Contrairement, c'est aller aux racines des choses et aux racines des phénomènes. Alors, justement, quelques mots sur ce nouvel Occident. Vous rappelez aussi également à vos lecteurs, d'abord l'œuvre que je ne connaissais pas, d'un essayiste martiniquais, qui lui a beaucoup réfléchi et théorisé sur la notion de créolisation, et ensuite deux auteurs allemands dans cette Allemagne, qui a été en quelque sorte, on va dire, traumatisé, qu'on a rééduqué de cette manière, Jürgen Habermas et le sociologue Ulrich Beck, excusez-moi, voilà, j'ai un petit deux apôtres en quelque sorte de la société liquide, et puis surtout, voilà, vous allez en parler d'une certaine vision de l'identité, de l'enracinement et en fait, de la citoyenneté. Effectivement, on a eu une exacerbation de ces éléments que l'idéologie occidentale portait en son sein. Effectivement, qui avait échappé à l'époque, parce qu'elle ne s'était pas manifestée, aux penseurs et aux essayistes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, malgré leur côté visionnaire, effectivement, dans les années 80-90, ces phénomènes avait déjà commencé à émerger. On avait déjà l'école de la déconstruction, des Français qui s'est trop bien exporté aux États-Unis pour nous revenir en pleine figure, autour de Deleuze, Derrida, Foucault, etc. Mais là, on a effectivement une amplification paroxystique qui est en quelque sorte augmentée, en quelque sorte survitaminée par le vieux fond puritain américain qui en rajoute quand même une couche importante, quoi.
Oui, Édouard Glissant est en effet un penseur important, martiniquais, ce n'est pas un hasard, c'est important de rappeler les ascendances géographiques de tout auteur. Et puis au-delà de la Martinique, hein, des Caraïbes, vous rappeliez que j'ai vécu en effet à Trinité-Tobago. C'est un pays très intéressant très rapidement puisque c'est 1 million d'habitants, mais il n'y a pas vraiment de peuple autochtone, hein, puisqu'à l'image de beaucoup d'îles des Caraïbes, ces îles sont le produit de vagues d'immigration successives apportées par l'esclavagisme, le colonialisme. L'Empire britannique a fait venir à Trinité-et-Tobago des esclaves noirs, puis ensuite, avec la fin de l'esclavage, des Indiens, si bien qu'aujourd'hui, vous avez une population bigarrée avec 40% d'afro-descendants, 40% d'Indiens, des Caribéens d'origine chinoise, européens, moyen-orientaux. Et donc, personne ne peut prétendre dans ces pays être en quelque sorte titulaire de l'autochtonité. Hein. Donc il faut composer dans des pays profondément pluriels, avec ce matériau pluriel, pour fonder une nation. Et contrairement aux vieux États-nations européens qui ont longtemps reposé sur une certaine forme d'homogénéité culturelle, ces nations savent faire à partir justement d'un matériau très, très divers. Et les nations européennes, sans forcément avoir conscience de ces apports théoriques venus des Caraïbes, ont en quelque sorte été animées de ce que j'appelle dans mon livre d'un complexe caribéen, parce qu'elles ont elles-mêmes, progressivement, à partir des années 70-80, en adoptant un logiciel multiculturel, la Suède dès les années 70 assume ce virage, le Canada dans les années 80, du fait de ce virage et d'une immigration extra-européenne toujours plus importante, elles ont petit à petit perdu leur homogénéité et donc elles ont cherché à reconstruire un sentiment d'appartenance collective qui ne peut plus reposer sur des racines culturelles partagées du fait de cette fragmentation intérieure. Et c'est là où s'est greffé à cet état de fait objectif, hein, cette pluralisation des vieux États-nations européens, la philosophie d'un Jürgen Habermas, la nouvelle philosophie, l'idéologie allemande, comme on l'appelle, la nouvelle idéologie allemande. La nouvelle idéologie allemande, parce que Jürgen Habermas, c'est celui qui, à partir des années 80, il y a une querelle des historiens en Allemagne importante, réhabilite... Oui, avec Hans Nolte, notamment. Voilà, réhabilite l'idée de... Parce que ce n'est pas lui qui l'a inventé, le concept de patriotisme constitutionnel, où il dit... Oui, pour vaincre le nationalisme qui a mené à la catastrophe, il faut cesser de définir nos nations à partir de ce vieux terreau homogène, romantique, exaltant les racines spirituelles et culturelles de notre collectivité. Il faut simplement définir nos nations comme étant des juxtapositions d'individus, cependant reliés par des droits consacrés par l'ordre constitutionnel, d'où le concept de patriotisme constitutionnel. Et je crois que ce soit aux États-Unis ou en Europe, l'avènement du multiculturalisme et la volonté, au fond, de détacher le sentiment d'appartenance à la nation et l'identité nationale, l'idée que l'on peut être citoyen d'un pays sans se sentir tout à fait lié à son terreau historique et culturel, a recomposé en profondeur l'Occident, en a fait le titulaire de nouvelles valeurs diversitaires, progressistes, etc., qui jouent aussi sur sa capacité... ce que certains incluent dans les dites valeurs européennes. Quoi, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs européennes dans les traités. Ouais. Et nous ne sommes jamais à l'international ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et dans la mesure où nous avons profondément changé, où nous avons profondément inhalé ces nouvelles valeurs, nous agissons sur la scène internationale selon une vision très binaire des choses qui opposerait un camp progressiste, attaché à la diversité des cultures que reflèteraient nos nations, et un bloc autoritaire qui, lui, refuserait le droit des individus à épouser les codes que leur volonté leur dicte. Voilà, des pays fermés. Des pays fermés, repliés sur leurs traditions. Voilà. Tout à fait. Effectivement, on connaît un petit peu la rhétorique qui est malheureusement trop familière. Mais je le dis parce que je crois que cette vision assez binaire et assez peu complexe des choses est un danger pour l'Occident lui-même, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on en revient à ce qu'on disait en tout début de notre discussion, nous avons d'urgence à prendre acte de la diversité du monde pour nous inscrire, nous autres Européens, dans ce monde pluriel et qui, plus jamais, même s'il ne faut jamais dire jamais, ne se laissera dicter la marche à suivre par un Occident par ailleurs en déclin objectif. Et d'ailleurs, le paradoxe, dans cet ordre d'idées, on s'aperçoit que même
même le cosmopolitisme, de type progressiste, avec son incarnation presque archétypale qui est le bobo occidental, est une forme masquée, plus ou moins inconsciente, d'énocentrisme, ou du genre, nous sommes vraiment les propriétaires du bien, et puis vous, quand même, il faut vous apprendre ce qu'est le bien. Hein. Il y a toujours ce vieux côté paternaliste, arrogant, messianique, en quelque sorte. Et là aussi, on en revient toujours à une sécularisation de réflexes ou de mythèmes, originellement chrétiens, c'est-à-dire dans leur forme religieuse, sécularisés, et d'une certaine manière, sécularisés à l'extrême. Oui. Mais justement, voilà, c'est tout le paradoxe de ce discours. Si, à la limite, le fait de nous présenter comme des gens ouverts à la diversité des cultures nous rendait le monde plus aimable, la connaissance de différents modèles politiques et civilisationnels plus fine, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça qui se produit. Lorsque nous nous disons ouverts, nous appelons les autres à opérer un même mouvement d'ouverture et de déracinement, et si bien que j'oppose dans mon livre ce que j'appelle l'ouverture-curiosité, la curiosité pour le dessous des cartes, pour le fait d'essayer de comprendre pourquoi il existe différents systèmes politiques et différentes valeurs et que nous n'avons pas vocation à tous nous ressembler. J'oppose cette notion d'ouverture-curiosité à ce que j'appelle l'ouverture-projet, qui est en effet, là aussi, le produit d'une forme de suffisance, d'avant-gardisme occidental, qui fait que nous nous croyons titulaires d'un modèle qui a tôt ou tard vocation à convertir l'ensemble des peuples du monde, qui s'est incarné au XIXe siècle à travers le projet colonial. Souvenez-vous de, en effet, Jules Ferry qui disait qu'il était du devoir des races supérieures d'éduquer les races inférieures à l'aune des lumières de la civilisation. Et ça prononçait avec la plus belle bonne conscience. Voilà. Et puis ça s'est quand même continué après, ça s'est poursuivi quand même après la chute du mur. Alors le projet impérial était évidemment vaincu, mais il y avait toujours quand même cette tendance de libéraliser le non-libéral, d'ouvrir l'autoritaire, d'ouvrir le fermé, le replié. Et donc nous gardons quand même cette ascendance, cette impétuosité qui ne se traduit plus par un impérialisme politique, mais par un impérialisme moral qui compense en quelque sorte notre perte d'influence politique. Avec surtout, bien sûr, ces tables de la loi que sont la Vulgate des droits de l'homme, là, sur lesquels beaucoup ont écrit, Alain de Benoît notamment, et d'autres ont écrit des ouvrages très judicieux. Mais moi, justement, ce qui est intéressant, c'est que il y a dans notre patrimoine intellectuel tout un ensemble de grands penseurs, même si on n'a pas tout à fait les mêmes références, chacun peut quand même trouver en quelque sorte dans son propre école de pensée de quoi justement avoir conscience que cette dynamique individualiste, cette volonté un petit peu de convertir le monde aux lumières de l'occidentalisme, qu'incarne notamment la rhétorique des droits de l'homme, est un danger pour l'Occident lui-même, puisque cette dynamique individualiste mine le sentiment d'appartenance à une collectivité. Or, ce sentiment d'appartenance à une collectivité, qu'elle soit nationale ou peut-être supérieure, me semble en démocratie absolument fondamental, parce que s'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance qui transcende les individus, la minorité vaincue aux élections et la majorité élue, alors on retourne vers une forme de guerre de tous contre tous, et on voit bien que dans les pays où ce sentiment d'appartenance collective n'est pas suffisamment fort par rapport à des logiques infranationales, eh bien il suffit d'un événement pour enclencher une logique de guerre civile, je pense notamment à l'Afrique. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que en fin de compte, cette primauté de l'universel finit par devenir dissolvante. Elle confine au nihilisme. Effectivement, ça se retourne complètement contre nous et plus que jamais, avec le reflet que nous offrent d'autres cultures, de cette manière. C'est pour ça que nous depuis très longtemps, nous avons prôné dès les années 80 le droit à la différence et surtout ce que nous appelons l'ethnodifferentialisme, c'est-à-dire concevoir que nous sommes dans un plurivers, donc un univers, effectivement, des relations saines avec l'ensemble des peuples qui composent notre humanité, se basent avant tout sur un respect, sur un certain relativisme, au bon sens du terme, par rapport à toutes des visions uniformisantes, homogénéisantes et universalisantes. Et les sociétés évoluent, il y a des imitations, il y a des emprunts, mais nous partons toujours d'un point de départ, d'un donné historique, dit Montesquieu, qui fait que nous n'allons pas toujours avoir tout à fait la même trajectoire. Et j'ai envie de dire, dont acte. J'aime bien l'expression de Raymond Aron, qui est peut-être la référence que je mobilise le plus, qui parle d'un déterminisme possibiliste. Nous sommes le produit de détermination féconde, dans le cas européen, puisque nous avons dominé le monde pendant 400 ans. C'est quand même la preuve d'une force qui doit être en tout cas
connus des Européens eux-mêmes, mais possibiliste parce que il y a en effet toujours la possibilité, notamment en se confrontant à d'autres modèles, de se questionner et donc de faire évoluer le nôtre, d'avoir conscience de nos propres limites pour avoir une marge de manœuvre, une emprise sur ces limites et essayer de nous reconstruire. Je pense que s'il y a un déclin de l'Occident, il n'est pas inéluctable, encore faut-il en prendre acte. Et c'est là où la confrontation avec d'autres modèles peut peut-être aussi nous aider à sortir d'une forme de léthargie dans laquelle nous nous situons encore, puisque, encore une fois, nous continuons d'être un petit peu quand même convaincus de détenir un modèle qui est appelé à convertir l'ensemble des peuples du monde. Il n'y a qu'à voir justement les débats qui ont lieu au cours aujourd'hui encore dans les sphères politico-médiatiques de l'ensemble de l'Occident, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On voit cette arrogance, cette conviction qui est proférée avec la meilleure conscience du monde. Hein. Là aussi, on le voit. Par exemple, vous avez aussi créé des choses intéressantes. Par exemple, sur le conflit qui a lieu actuellement en Ukraine. Bon, on se mobilise au nom de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs de liberté, etc., contre le régime autoritaire de Vladimir Poutine, ce qu'il est effectivement. Mais vous rappelez d'ailleurs au détour de quelques phrases que les Ukrainiens nous donnent l'exemple justement de valeurs autres, de principes autres qui les mobilisent, c'est-à-dire l'attachement à la terre natale, à sa famille, à sa patrie, à une mémoire qu'il a leur, une histoire qu'ils ont fini par réassumer et se forger de cette manière. Donc, en fait de compte, toutes ces valeurs qui ont pu nous mouvoir pendant des siècles, notamment d'une perspective là de légitime défense et même de survie en tant que singularité ethnique, singularité nationale. Bon, là on voit que quand vous écoutez les débats, il y en a très peu qui, comme moi personnellement par exemple, se mobilisent par exemple pour ce pays, mais au nom justement de ces valeurs-là, de ces valeurs d'enracinement, ces valeurs de patriotisme, ces valeurs d'attachement à la nation et surtout à la volonté de se forger un destin et de survivre en tant qu'entité propre. Et là, effectivement, si nous devions mobiliser, si tout le monde devait se mobiliser, moi à mon sens, pour justement ce pays, c'est en tant que pays qui appartient à la sphère historique civilisationnelle européenne, qui s'est toujours voulu comme telle et qui le proclame encore oublié de Torbi. Et là aussi, là je vous rejoins, vous avez eu aussi cette expérience de confrontation à l'altérité à travers vos expériences, vos voyages en Chine, vous racontez dans votre ouvrage là, des expériences, des ressentis. Je me souviens de cette anecdote que vous parliez dans le bus avec ce ticket qui va circuler. J'ai vécu la même chose en Ukraine par exemple, hein, je me rends bien. Mais pour revenir là-dessus, en fin de compte, on s'aperçoit que non, ces pays-là c'est quelque chose à nous apporter. Mais il y a toujours des éléments qui sont vivants, cette capacité aussi de sacrifice, d'héroïsme, de mobilisation. Et là aussi, ça montre que, par exemple, dans le cas particulier de l'Ukraine, l'Europe devrait se mobiliser non pas en tant que suiveur des États-Unis. C'est vrai qu'on les présente souvent comme ça, et c'est vrai que, vous l'avez rappelé, c'est ambigu. Si les États-Unis n'avaient pas aidé l'Ukraine dans sa première phase, en fournissant notamment des missiles et quelques armes anti-chars, et si Kiev était tombé au bout de 4 jours, l'Europe n'aurait pas bougé, elle aurait pris acte, comme ça a été le cas pour la Crimée, etc. Et là, c'est vrai que l'Europe devrait se mobiliser en tant que telle, au nom de ses valeurs, de ses intérêts. Hein, l'Ukraine comme grenier à blé, comme population extrêmement éduquée, avec un potentiel économique et technologique quand même assez intéressant. Et surtout, le fait que, pour différentes raisons, elle est inscrite dans notre koiné, dans notre espace, dans notre histoire, et elle s'inscrit dans notre civilisation. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut, par exemple, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. En revanche, ça, c'est autre chose. Voilà. En revanche, si on estime qu'il faut se mobiliser en raison de ce que représente et défend l'Ukraine, alors il faut en effet sortir du discours dans lequel nous sommes depuis le février 2022. L'Ukraine défend son indépendance, sa terre natale, défend en effet sa famille, donc tout un ensemble de choses que nous avons rejetées depuis un certain nombre d'années. Et je crois que c'est important, encore une fois, pour faire le lien quand même avec l'actualité géopolitique, de rappeler que sans les États-Unis, nous n'aurions peut-être pas tout à fait aujourd'hui la même arrogance lorsque nous nous dressons pour dire que nous sommes en train d'affaiblir l'économie russe, etc. Et ça nous rappelle quelque chose que beaucoup de diplomates que j'ai rencontrés pour mon livre rappellent également. Si demain, par exemple, Donald Trump revenait au pouvoir aux États-Unis, il est fort à parier que l'aide américaine diminuerait, voire cesserait, ce qui rend plus que jamais nécessaire
la construction en Europe d'une forme d'autonomie. Alors Emmanuel Macron l'évoque régulièrement, mais il ne faut pas simplement porter le concept, il faut ensuite lui donner un contenu. Et c'est là où je crains que pour l'Europe ce soit compliqué, puisque pour des raisons de valeur, nous sommes absolument convaincus de former une sorte de tout solidaire occidental aux côtés des États-Unis. Et puis, en dehors de la France, je vois peu de pays qui aient cette tradition géopolitique telle qu'ils aspirent à être en capacité d'agir, même des fois, contre la volonté des États-Unis, comme la France a su le faire et entraîner dans son sillage l'Allemagne en 2003 à l'occasion de la guerre en Irak. C'est vrai que les lignes se déplacent un petit peu. Il y a le cas ambigu de la Pologne. Voilà. L'ambigu de la Pologne qui n'a jamais été aussi aligné qu'on le dit sur les États-Unis. Il y a un ouvrage qui vient de sortir d'ailleurs très récemment en Pologne, dont un ami m'a parlé, là, sur justement la guerre menée par la Pologne depuis l'année dernière. Et effectivement, la Pologne aspire à devenir la puissance américaine majeure, en tout cas au niveau des forces conventionnelles, dans cette partie de l'Europe. Et puis il y a aussi, comme vous le rappelez dans votre précédent ouvrage, une mémoire différente qui fait que le problème on va dire de voisinage, pour le dire gentiment, que représente la Russie, mais depuis très longtemps, est plus âprement ressenti par nos frères des pays baltes et d'Europe orientale que par nous. Bien sûr, à cause d'une histoire et d'un passé un petit peu différent. Mais oui, c'est toujours important de rappeler en effet un certain nombre de déterminisme mémoriel historique, parce qu'en effet, on ne comprend pas pourquoi la Pologne se dresse aussi fortement si l'on ne comprend pas son histoire et son rapport tragique avec la Russie, et qu'il est toujours aussi important de rappeler qu'il y a des évolutions aussi qui s'introduisent à l'aune notamment parfois d'une révolution intérieure incarnée par un certain nombre d'élites qui vont faire quelque peu bifurquer leur nation. Et là, je pense à la Hongrie, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, qui a en effet une histoire, elle aussi, moins compliquée que la Pologne avec la Russie. Elle a eu affaire à d'autres impérialismes ottomans, autrichiens, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, la Hongrie est un pays qui est peut-être le seul avec la France à soutenir l'idée d'une autonomie européenne plus forte et qui maintient, parce qu'elle sait très bien que les États-Unis ne viennent pas pour nos beaux yeux en Europe, pour le dire simplement, mais parce qu'elle aussi, elle est dans une logique de défense de l'intérêt national et qu'au nom de son intérêt national, elle a bien compris que, en tout cas c'est ce que dit Viktor Orban, elle avait besoin de maintenir un certain nombre de liens avec la Russie, par exemple le fait qu'elle n'a pas accès aux mers, qu'elle n'a pas accès à des terminaux méthaniers qui lui fournissent du gaz, elle doit s'approvisionner par gazoduc vis-à-vis de la Russie, elle a aussi des liens avec le nucléaire russe, donc je crois que il faut qu'à la fois l'Europe se pense comme Europe pour déconstruire cette abstraction occidentale qui nous fait miroiter une forme de solidarité avec les États-Unis alors que nous sommes simplement suiveurs de l'agenda géostratégique lorsque nous disons « vive l'Occident », mais qu'en même temps, il faut bien avoir à l'esprit que les nations ont elles-mêmes des trajectoires historiques différentes. Pour des raisons géographiques et historiques, la France n'est pas la Pologne, et donc il est important aussi de préserver l'autonomie des nations et leur capacité à émettre sur la scène internationale un certain nombre de tonalités, voire de politiques différentes. La France est une nation atlantique, méditerranéenne, et elle ne peut pas, de ce fait, avoir le même rapport à la Russie que la Pologne. Voilà. Certes, mais nous faisons partie d'un courant de pensée qui pense que, justement, la survie de nos peuples européens se fera à l'échelon continental, ce qui n'élude pas, bien sûr, l'échelon national. D'ailleurs, ces trois stades d'identité que sont les formes régionales, ethniques, on appelle les patries charnelles, État-nation historique, et puis bien sûr l'échelon, on va dire, fédéral, impérial, au sens politique et spirituel du terme, ou continental, civilisationnel, ne s'exclut pas, ils se complètent. Alors c'est vrai qu'après, pouvoir allier positivement les intérêts de chacune des nations constituant notre continent, ça relève bien sûr d'un défi permanent, mais en attendant, il aurait été souhaitable, idéalement, que la plupart des pays d'Europe trouvent langue commune, même la Hongrie, dont on peut bien sûr trouver respectable et totalement respectable une partie de la politique de Viktor Orban, mais moi je pense que ce coup-là, même si c'était pas forcément gagné, elle aurait dû peut-être montrer plus de solidarité avec l'Ukraine, au nom justement d'une certaine idée de l'Europe, et pas forcément en tant que suiveur ou vassal soumis de l'ordre atlantique et de ce qui décide à Washington. Si il se trouve que là des intérêts pour converger, les Américains ont leur agenda, ils font durer la guerre, ça les arrange. Ils ont redonné vigueur, c'est plutôt Poutine qui leur a permis de redonner vigueur à l'OTAN, alors que ils avaient plutôt le regard fixé sur l'Asie-Pacifique. Ils sont obligés quand même, pour un minimum
de crédibilité vis-à-vis de leurs vassaux de faire un minimum d'interventionnisme. Bon, ils vont vendre leur gaz liquéfié. On est reparti dans une sorte de dynamique de type bipolaire. En tout cas, entre l'Occident dit collectif et le Sud dit global que certains veulent incarner, notamment la Russie qui revient se souvenir donc d'une nation anticolonialiste. On reprend les vieux standards de l'époque soviétique. Donc effectivement, là, le défi est mené, c'est-à-dire de trouver, de pouvoir accorder de la manière la plus possible les intérêts nationaux avec une nécessaire coordination européenne au niveau continental pour peser aujourd'hui dans le monde. Ça aussi, c'est une question avant tout de survie. C'est pas uniquement un positionnement axiologique, identitaire, effectivement, avec ce sentiment de faire partie d'une même civilisation qui s'est déclinée sous des variations différentes. Ça, tout le monde en convient de cette manière. Ça, c'est le grand défi, je crois, qui nous est lancé. Alors, avant de vous donner la parole, je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, de livre journal de Pascal Lassalle, qui reçoit aujourd'hui dans sa première partie d'émission Max Erwan Gastineau, donc jeune essayiste, avec pour son deuxième ouvrage intitulé L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation aux éditions du Cerf. Et maintenant un petit bobino de notre radio. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà. Alors, nous revenons un petit peu dans notre petit débat sur justement la désoccidentalisation du monde et tout ce que cela implique au niveau des équilibres qui se font aujourd'hui, des nouveaux équilibres politiques, et surtout ce que ça implique comme une nécessité de faire un retour sur nous-mêmes. Ce que vous prônez, sans pour autant rentrer les détails, mais vous esquissez cette nécessité, cher Max Erwan, c'est avant tout une forme de réforme intellectuelle et morale. Bon, vous hésitez plus sur le cas français, bien sûr, peut-être par sensibilité personnelle, vous êtes plus souverainiste que européiste ou même alter-européiste, c'est tout à fait à votre honneur. Mais on peut aussi décliner cet impératif sur un plan européen, trouver aussi un langage commun au niveau d'une réappropriation d'un héritage commun qui devrait se coordonner, s'articuler de la manière la plus harmonieuse possible avec les intérêts légitimes de chaque nation qui constitue notre grand continent. Et comme vous l'avez rappelé, parfois cette confrontation dialectique, c'est elle qui a aussi été génératrice de dynamisme pour nos patries, pour nos pays. Alors je ne sais pas si mon deuxième invité est en ligne. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que Duarte m'entend? Oui, Pascal. Bonjour Duarte. Alors, je vais te tutoyer parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Je rappelle donc tu es Duarte Branquinho et je rappelle à nos éditeurs que tu es un des fondateurs de l'organisation culturelle Terra e Povo, que tu as été longtemps rédacteur en chef du journal Au Diable et que tu es donc un essayiste et conférencier qui inscrit en quelque sorte son engagement dans les rangs de ce que certains journalistes ont cru de qualifier de nouvelle droite, là cette fois-ci bien sûr dans le cadre du Portugal où tu es né. Alors Duarte, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles du petit manifeste que vient de publier un de nos amis communs, un ami italien qui s'appelle Adriano Cianca et qui est plus connu pour avoir agi au sein d'une structure qui avait fait parler d'elle dans les médias il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années, la fameuse Casa Pound romaine, où il s'agissait de redonner un nouvel élan à une forme réactualisée du nationalisme révolutionnaire. Adriano Cianca est aussi le rédacteur en chef du mensuel Il Primato Nazionale. Et donc tu as rencontré Adriano il y a quelques semaines donc, dans son fief de Varese en Lombardie. Et il t'a donné son nouveau petit essai qui n'est pas encore traduit en français,
Mais la scoop, sans donner de détails, il devrait l'être dans les mois qui viennent. Mais je tenais à signaler quand même sa présence et à entamer une discussion autour de son contenu dans le cadre de cette émission aujourd'hui, qui porte bien sûr principalement sur la notion d'Occident. Qu'est-ce que ça évoque pour nous? Est-ce que ça implique aujourd'hui pour les bons Européens et les bons Français, bien sûr, que nous nous efforçons d'être? Donc ce petit essai s'intitule Europe contre Occident. Donc, qui sous-titré Sortir du labyrinthe des miroirs, comment ne pas être occidentaux. Alors, que t'inspire le fil rouge, en quelque sorte, qui a présidé à la rédaction de l'essai d'Adriano, mon cher Duarte? Oui, Pascal, auparavant, je voudrais bien de raconter un petit peu pour la petite histoire, comme on dit en français, comment j'ai trouvé le livre de notre ami Adriano. Bon, j'ai bien sûr vu le livre annoncé sur Internet. J'ai bien acheté la version prométhéenne, comme j'ai dit à Adriano, c'est-à-dire la version numérique. Et c'était, pour moi, j'étais étonné parce que je suis totalement d'accord avec le livre. Et bien sûr, je suis un ami d'Adriano il y a des années. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec lui sur le livre. Et comme tu as bien dit, j'ai dit, bon, Adriano, je voudrais bien, si je passe par l'Italie, de passer par Varese et on peut même se parler et même je peux te interviewer pour ma chaîne, pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube que je mène. Tu fais une chaîne YouTube en portugais. En portugais, bien sûr. Mais bien sûr. Quand même, j'ai fait une interview en italien et après j'ai fait une version portugaise. Quand même, il y a des Italiens aussi qui écoutent le podcast et même la chaîne YouTube. Alors, et il y a des contenus en anglais, en français aussi. D'accord. Alors dans son ouvrage, donc Adriano rappelle un petit peu, avec des accents qui sont familiers en tout cas aux lecteurs des thèses de la Nouvelle Droite, ce qu'a pu représenter l'Occident, c'est principalement aussi une période qui est axée autour des États-Unis et d'une sorte d'américanosphère. Qui trouve son origine dans un filon biblique qui ensuite s'est universalisé à travers à la fois une idéologie qui s'est voulue universalisante et homogénéisante, et puis bien sûr une domination politico-culturelle, économique et militaire, quoi. Oui, je peux te dire que même Adriano m'a dit qu'il a écrit ce petit livre pour clarifier les concepts d'Europe et d'Occident et qu'il considère même comme antagonistes. Et en même temps, il conteste un certain anti-occidentalisme qui adhère aux causes exotiques du tiers-monde. Et aussi, il explique que la seule réponse critique qu'on puisse donner à l'Occident se fonde évidemment sur l'Europe. Et il dit même qu'une réponse à l'Occident qui n'implique pas l'Europe n'est pas valable pour lui. Et je crois que moi, évidemment, je suis d'accord, et Pascal, toi, je crois que aussi. Oui, alors de cette manière, il faut voir que ce manifeste d'Adriano, il vient aussi d'un contexte particulier. Nous sommes déjà d'un contexte général de crispation un petit peu des débats. Il est beaucoup moins aisé de débattre sereinement, même dans nos sphères, dans nos mouvances. On voit que les positions sont très tranchées. Tout à l'heure, on parlait avec mon invité du conflit en Ukraine aussi, qui a pas mal clivé dans notre mouvance. Après, selon des modalités plus ou moins acceptables. Mais de manière générale, effectivement, même sur cette question-là, on a vu par exemple apparaître une forme de courant néo-occidental
Surtout d'ailleurs dans la jeune génération, chez des jeunes blogueurs, chez des jeunes influenceurs, on va dire de mouvance. Bon, je ne citerai pas de noms particuliers, mais certains les reconnaîtront. Donc là, effectivement, il y a une prise de position très péremptoire, très systématique sur la notion, sur l'appartenance à l'Occident, et en fin de compte, au nom de ce que d'ailleurs les occidentalistes reprochent à l'Occident, de cette manière. Bon, une certaine modernité, une technologie, un stade de développement, bon, un mode de vie qu'il est ce qu'il est, hein, fut-il américanisé ou non, d'une certaine manière d'ailleurs. Et donc là, on voit un phénomène que nous n'avons pas vu de notre génération, mais même avant ces dernières années, de manière aussi prononcée. Et de l'autre, comme tu le dis, bon, il y a sur l'autre versant un anti-occidentalisme qui devient crispé, manichéen, binaire de certaine manière. Et là aussi, nous qui fûmes des apôtres de la troisième voie, du tiers inclus, c'est trouver un petit peu montrer que les positionnements doivent s'inscrire dans une certaine complexité et qu'on ne peut pas tomber dans des schémas simplistes et réducteurs. Bon, là, on voit aussi de l'autre côté, mais effectivement, en fin de compte, se pencher vers une forme de multipolarité qui devient presque un mantra, de cette manière, alors que ça reflète des réalités très variées, comme le montre d'ailleurs Adriano. Et puis aussi, l'attente du sauveur d'un pays qui, à tort ou à raison, va incarner justement tout ce que nous voulons, ou en tout cas, va nous faire prendre le contre-pied systématique de l'Occident, dans la mesure où il va tenir un discours, où il va agir dans ce cadre-là. On pense à la Russie, par exemple, mais bon, il y a bien sûr d'autres pays. Oui, Pascal, Adriano dit évidemment les deux positions, c'est-à-dire l'occidentalisme ou même le tiers-mondisme euro-asiatique, sont deux positions qui sont erronées et en même temps similaires. Et évidemment qu'il n'y a pas un salut qui viendra des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Iran, d'ailleurs. Et il m'a même dit que notre seul salut est l'Europe. Et seule une puissance européenne une Europe puissance, sera en mesure de dialoguer, de confronter avec les puissances asiatiques. Et il m'a rappelé que le point de départ est toujours l'Europe. Je sais aussi qu'Adriano critique également aussi un biais qui est aussi parfois surutilisé, notamment dans les débats ces dernières années, c'est un certain réductionnisme géopolitiste. Ou tout expliqué par rapport à une vision un peu essentialisée de la géopolitique. Oui, je me rappelle, on a parlé de ce néologisme du géopolitisme. C'est bien trouvé. Je me rappelle que tu as même l'utilisé il y a longtemps. Je me rappelle qu'au passé, on parlait de géopolitique comme une science, une perspective que nous aidait à voir les relations internationales et tout ça. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est le géopolitisme et la géopolitique, c'est-à-dire un géopolitisme, c'est presque une idéologie qui justifie une telle position. Et c'est pas inadmissible pour la construction d'une Europe de l'avenir. D'accord. Il y a aussi également, lorsqu'on critique le géopolitisme, bien sûr, on pense à certains faits particuliers.
comme par exemple l'influence d'un Alexandre Douguin, qui a fait de la géopolitique un peu l'axe majeur un petit peu de son discours, chez aujourd'hui une partie, par exemple, de la Nouvelle Droite, ou bien sûr de manière plus générale, également sur des impératifs géopolitiques qui font fi des appartenances, des leçons de la longue durée historique, etc. Donc, on a, Adriano aussi, je crois, nous rappelle que, il y a plus une nécessité de devenir post-occidental que se positionner préemptoirement et excessivement contre, dans la mesure aussi, que nous voulions ou non, nous sommes à des degrés divers, tous marqués par cet univers. C'est quand même le monde dans lequel nous sommes nés, nous avons évolué d'une certaine manière. Et puis il y a également aussi un point qui souligne, je crois, c'est que les adversaires aujourd'hui de l'Occident, et notamment, par exemple, on peut penser au radicalisme islamiste, nous désignent en tant qu'occidentaux. Ils ne font pas la part des choses. Même en Russie, je ne le sais pas par expérience, je mets de côté le cas particulier d'un Douguin, qui lui connaît bien les débats qui ont cours chez nous, entre justement ceux qui veulent dépasser l'Occident et puis les autres. On est mis dans le même sac. Et là aussi, on se rattache de très vieux débats. En Russie, c'est le débat occidentaliste, slavophile, etc., qui n'ont pas toujours été tranchés d'ailleurs dans leur cas particulier. Donc, on nous désigne en tant qu'occidentaux. Donc, on ne peut pas aussi jeter totalement ça avec l'eau du bain. Simplement, il y a une volonté peut-être de dépasser ce stade-là pour nous réenraciner de manière optimale à tout ce qui nous constitue. Et comme je le disais tout à l'heure, dans une perspective un peu lockienne ou surhumaniste, à essayer de prendre dans notre héritage ce qui véritablement nous caractérise davantage en passant outre les autres périodes de notre histoire, bien sûr, qui ont été, que nous assumons, mais qui ne sont pas forcément les plus pertinentes pour justement constituer le socle d'un renouveau, le socle d'une régénération. Régénération, c'est ça. Évidemment, je considère que ce livre de notre ami Adriano est une continuation de la pensée archéofuturiste de notre ami Guillaume Fay. Oui. Et je me rappelle toujours et même Adriano le dit, que ce que Guillaume disait de l'Union européenne, par exemple, c'est si l'Union européenne était un avion, nous devrions être le pirate de l'air et prendre les commandes de l'avion. Voilà, effectivement, Adriano nous met en garde contre toute tentation de Frexit ou d'Italexit. Il dit que ce serait extrêmement compliqué de retrouver une dynamique continentale européenne avec une chute, avec un éclatement pur et simple de l'Union européenne, et que peut-être un nouveau concert des nations ne serait pas forcément l'ordre le plus favorable pour permettre notre maintien, le maintien de nos peuples comme des entités historiques constituées, en tout cas, ou plutôt devrais-je dire reconstituées. Je vais donner très rapidement la parole à notre invité Max Erwan, mon cher Duarte, pour d'éventuelles réactions sur les propos que nous venons de dénoncer. C'est bien, Pascal. Et ensuite, malheureusement, je vais devoir te quitter parce que malheureusement, le technicien me fait signe que malheureusement, l'heure s'écoule inexorablement. Puis j'ai quelques chroniques à faire là, toujours par rapport à ce que j'ai pu lire et regarder. Je te remercie en tout cas beaucoup, Duarte, de nous avoir fait le plaisir d'intervenir pour signaler ce remarquable ouvrage qui, normalement, devrait être traduit dans les mois qui viennent et rendu accessible à un public francophone. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Pascal. À Deus. bientôt. Max Erwan. Oui. En quelques minutes. Oui, très rapidement. Non, je pensais à quelque chose. En effet, on parle beaucoup de réapprendre à se définir. Qu'est-ce qu'être européen, qu'est-ce qu'être français, occidental, etc. Mais des fois, en effet, c'est l'adversaire qui vous désigne, selon la formule. Et là, en l'occurrence, en effet, on fait face à un danger, le plus grand danger qui menace notre sécurité collective, intérieure, à l'intérieur de nos États, c'est évidemment l'islamisme. Et l'islamisme nous désigne, vous le disiez, en effet, en tant qu'occidentaux. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que nous ne réagissons pas en tant qu'occidentaux, et même pas en tant qu'Européens. Aux Nations Unies, les Européens se sont divisés sur le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce que nos nations sont elles-mêmes à l'intérieur divisées. Une France
qui a une communauté musulmane aussi importante ne peut pas avoir sur le conflit israélo-palestinien le même positionnement que des pays qui n'ont pas cette communauté. Et c'est là déjà en partie le cas en 2003. Voilà. Le non-engagement de la France en Irak. Oui, il y a sûrement d'autres raisons. Mais voilà, je pense qu'en 2003, on voit bien aujourd'hui avec Emmanuel Macron la peur, au fond, d'affirmer notre personnalité géostratégique, parce qu'il sait très bien que ça rejaillira sur notre concorde intérieure. Et ça, ça rejaillit déjà. Ça rejaillit déjà, mais justement, il marche un peu sur des œufs, il fait du en même temps, parce qu'il a peur des conséquences que ça aura à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que Samuel Huntington avait évoqué ce point. Dans sa logique civilisationnelle occidentale, il disait il faut que les nations occidentales veillent à leur cohésion intérieure, parce qu'elles sinon elles perdront des liens de solidarité civilisationnelle qui les affaiblira dans un contexte géopolitique où les autres civilisations vont s'affirmer. Quelque part, l'actualité donne raison aujourd'hui à Samuel Huntington. Là, nous avons toutes les conditions pour générer en quelque sorte des détensions intérieures, pour ne pas dire des conflits, qui pourraient prendre certaines dimensions malheureusement, effectivement, avec toutes ces fragmentations, notamment ethniques, religieuses, puis sans parler des fragmentations sociales aussi qui sont en cours. Le mouvement des Gilets jaunes ou bien d'autres l'ont montré très récemment. Alors avant de vous redonner la parole pour terminer cette émission, mon cher Max Erwan, je voudrais donc parler de mes lectures et de mes engouements du mois. Alors, je rappelle tout d'abord, comme ça je serai sûr d'avoir le temps de le faire, donc les références de votre dernier ouvrage, donc qui a servi en partie de socle à notre discussion du jour. Donc Max Erwan Gastineau, EAU, l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation, aux éditions du CERF pour la modique somme de 22 €. Voilà, donc c'est un ouvrage vraiment que je recommande, notamment pour les plus jeunes. Ça leur donnera notamment des bases et des repères sur les dernières décennies qui ont concerné donc, la question qui est abordée. Alors, concernant les autres lectures que je voudrais signaler, outre l'ouvrage d'Adrius Sanka, mais ça j'en reparlerai lorsqu'il sera traduit en français, justement je voudrais aussi signaler le dernier ouvrage d'un essayiste tout à fait intéressant que j'avais invité il y a déjà très longtemps, au milieu des années 2000. Qui est un politologue suisse qui s'appelle Éric Werner. Éric Werner avait écrit un ouvrage remarqué en 1998 qui s'appelle L'avant-guerre civile, dans lequel il montrait comment déjà les pouvoirs occidentaux, les oligarchies occidentales s'accommodaient de certaines formes de chaos intérieur en tant que manière de justement régner et de perpétuer leur pouvoir sur des sociétés apeurées et divisées. Donc Éric Werner vient de publier aux éditions de la Nouvelle Librairie un petit ouvrage tout à fait lumineux qui s'intitule « Prendre le maquis avec Ernst Jünger, la liberté à l'ère de l'état total ». Alors, les auditeurs qui sont des habitués de cette émission savent que Ernst Jünger est une figure tutélaire, un de nos inspirateurs, donc en tant que figure d'une certaine européanité qui conciliait la plume et l'épée. Et là, il s'agit d'une méditation tout à fait éclairante sur un des ouvrages peu connus de Jünger qui s'appelait Le Traité du rebelle, un ouvrage qui est sorti en 1951 mais dont il convient d'opérer une lecture actualisée, bien sûr à la lumière si vous voulez, du zeitgeist du moment particulier que nous vivons. Donc c'est un petit essai de réflexion sur ce qu'implique aujourd'hui en fin de compte le recours aux forêts, mais le recours aux forêts comme métaphore bien sûr. La forêt d'abord elle peut être à l'intérieur de nous et il s'agit de préserver sa liberté intérieure pour nous pousser à l'action, une action bien sûr dans la bonne direction, ainsi que nous avons essayé de la définir et de la caractériser aujourd'hui dans cette émission. Donc Prendre le maquis avec Ernst Jünger de Éric Werner, donc sous-titré La liberté à l'ère de l'état total, donc aux éditions de Nouvelle Librairie pour la modique somme de 13 €. Autre ouvrage qui est sorti aussi récemment, d'ailleurs chez le même éditeur que vous, mon cher Max Erwan. Il s'agit du dernier ouvrage du criminologue Xavier Hofer. Voilà, Xavier Hofer, qui sera peut-être d'ailleurs l'habitué de cette émission, je ne sais pas, ça dépendra aussi des disponibilités. Donc cet ouvrage s'intitule Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Voilà, bien sûr, Jeffrey Epstein, c'est un nom qui parle à beaucoup d'auditeurs. Et il s'agit de cette forme, de cet ogre moderne, ce pédophile et trafiquant sexuel international, donc qui a sévi impunément pendant trop d'années. Et d'ailleurs, donc Xavier Hofer va faire un récit extrêmement circonstancié, d'abord en quelque sorte de sa période de nuisance, et surtout, à travers donc une enquête rigoureuse, strictement sourcée, il s'interroge.
Il s'interroge en se demandant comment un tel criminel pédophile et trafiquant sexuel a pu prospérer pendant 20 ans, bâtir un réseau international d'influence de New York à Paris, des Caraïbes à Tanger, compter parmi les figures du Parti démocrate, financer les think tanks, les universités et les laboratoires du futur, fréquenter les têtes couronnées, des dirigeants politiques, des milliardaires, dont le prince Andrew, Bill Clinton, Bill Gates, fasciner des savants comme Stephen Hawking ou Woody Allen. Voilà, ferrer les maîtres de Buckingham Palace ou de la Maison Blanche. Et à travers d'ailleurs cette analyse, Xavier Hofer aussi trace les contours des nouvelles castes mondialisées qui président aux destinées de l'Occident dit collectif, notamment à travers les maîtres des GAFAM, donc autour de la Silicon Valley. Donc il ne s'agit pas uniquement d'une approche criminologique classique, mais également de montrer que Epstein n'est que le reflet, n'est que l'âme damnée, n'est que la face d'ombre d'un système plus vaste que Raufer caractérise avec beaucoup de pertinence et de lucidité. Donc Xavier Raufer, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, ce phénomène qu'il décrit, donc aux éditions Dussert, voilà, pour la modique somme également de 22 €. Puis je voudrais terminer cette émission avec, avant de redonner peut-être la parole, s'il nous reste quelques minutes, à Max Erwan, avec 2 chroniques cinématographiques. D'ailleurs, ça pourra intéresser Max Erwan, qui avait consacré son premier ouvrage, comme je l'ai rappelé, à l'Europe centrale. Il s'agit de deux petites pépites du cinéma tchèque qui ont été réalisées par un grand réalisateur tchèque qui s'appelait František Vláčil. Donc František Vláčil a notamment d'abord réalisé ce qui est considéré par de nombreux cinéphiles comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma tchèque. Il a d'ailleurs été élu en tant que tel en 1994. Donc ce film s'intitule Markéta Lazarova. Essayer de plonger au cœur du Moyen-Âge du XIIIe siècle, au cœur du Saint-Empire romain germanique, entre paganisme et christianisme, avec une approche en quelque sorte sensualiste et réaliste dans la mise en scène, noir et blanc très pur, où on voit la confrontation entre des chefs de clans, des chefs de tribus et l'influence allemande venue de l'Empire, à travers donc des rivalités de chefs de tribus, de chefs de clans, avec une histoire d'enlèvement. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des plans inoubliables qui font penser aussi à de réalisateurs comme Andrei Tarkovsky, par exemple. Donc un film qui a été d'ailleurs édité par les Artus Film. C'est une maison d'édition qui persiste aujourd'hui à éditer des films sur ce support-là. Donc c'est un double combiné, Blu-ray, DVD. Pour la première fois, ce film sort en Blu-ray et surtout, il y a un livre de 64 pages qui est signé par Christian Luca et qui est consacré justement à František Vláčil, l'esthète des contrastes. Voilà, une très belle édition pour une somme plus que modique, 23 €. Donc Blu-ray DVD avec album de 64 pages. Le deuxième film, c'est toujours un film de František Vláčil qui s'intitule La Vallée des Abeilles. Et là, pareil, on est toujours au sein du Moyen-Âge avec donc un personnage qui va intégrer l'ordre des Templiers. On va voir la confrontation justement pareil on est toujours à la confluence de ces deux mondes, ce substrat païen originel des peuples slaves occidentaux et puis la mainmise à la fois politique et religieuse de l'Europe occidentale catholique à travers ces ordres de chevalerie ou le Saint-Empire romain germanique. Donc là aussi un film âpre, un film presque naturaliste dans sa mise en scène, dans ses costumes, dans les plans et dans les situations. Donc La Vallée des Abeilles, pareil, toujours édité par Artus Film, avec une présentation du film par Christian Luca. Donc ces deux films de František Vláčil à retrouver sur le site d'Artus Film. Voilà, c'était pour ce qui convenait de dire pour les chroniques d'aujourd'hui. Les auditeurs pourront aussi également donc lire, s'ils le souhaitent, un des ouvrages que j'ai cités en tout début d'émission, cette petite brochure quand même fondatrice de Guillaume Faye, L'Occident comme déclin, qu'ils peuvent trouver en PDF. Vous tapez le Guillaume Faye, L'Occident comme déclin sur un moteur de recherche et vous la trouvez rapidement accessible. Donc là, on verra aussi les aspects visionnaires de celui qui fut une tête pensante de la nouvelle droite 40 ans avant, aujourd'hui, des phénomènes qu'on constater. Alors, mon cher Max Erwan, il nous reste 7 minutes. Le mot de la fin par rapport, aujourd'hui, peut-être
un éclairage de l'actualité au prisme justement de vos analyses, et puis peut-être aussi quelques mots sur d'éventuels projets et recherches qui sont en cours, sans pour autant tomber dans le secret des dieux. Oui, écoutez, je crois qu'on vit au fond une époque passionnante. Puisqu'on vit une époque qui marque la fin de 400 ans de domination occidentale sans partage, avec l'avènement sur la scène géopolitique, on le voit à l'aune de la guerre en Ukraine, mais sur tout un ensemble de théâtres, sur le plan économique, sur le plan culturel, de nations qui n'avaient pas historiquement voix au chapitre et qui aujourd'hui affirment leurs différences. La désoccidentalisation du monde, c'est au fond l'avènement de pôles de résistance à l'influence intellectuelle, morale, politique de l'Occident. Qui sont légitimes, surtout. De notre point de vue, ils sont légitimes. En tout cas, c'est un phénomène irréversible et donc il faut en prendre acte. Déjà, tout à fait, donc cesser de se lamenter de ce monde non occidental, si l'on inclut également dans ce monde l'Amérique latine, ça fait toujours un peu débat. Ce monde non occidental a pris son essor et il ne rentrera plus jamais dans la petite bouteille occidentaliste dans laquelle nous voulions enfermer le monde. Et moi, je crois que c'est une chance pour l'Europe, au fond, cette désoccidentalisation, parce que ça va obliger en effet à nous interroger. L'orgueil préface la chute et nous avons péché par orgueil, mais nous pouvons nous relever en redécouvrant les spécificités européennes, parce que si l'Europe n'a pas davantage demain conscience de ses propres particularités, elle continuera, au nom de son appartenance occidentale, à se situer dans le giron américain. Or, nous n'avons pas vocation à avoir les mêmes intérêts que les États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump, s'il est réélu en 2024, nous le rappellera de nouveau avec force. Il nous facilitera la tâche, ça veut dire. Il va nous faciliter la tâche, mais on se souvient qu'entre 2016 et 2020, lorsqu'il était au pouvoir, tout le monde était d'accord désormais en France pour dire que oui, en effet, il faut que les Européens s'affirment. Et puis dès que Joe Biden est revenu, du fait de ses valeurs progressistes, nous nous sentions de nouveau enfin liés à ce grand allié que sont les États-Unis. D'ailleurs, nous allons continuer à être leur allié, mais il faut quand même apprendre à se démarquer. Or, toute émancipation politique, technologique, passe d'abord par une émancipation intellectuelle, un réancrage, une réaffirmation identitaire. Et donc moi, en effet, c'est peut-être notre différence, je pense que l'Europe, c'est à la fois un tout civilisationnel, mais c'est aussi diverses modalités d'existence qu'expriment leurs nations, et il faudra à la fois réaffirmer le cadre national, et pour cela, réorienter une construction européenne qui se construit largement contre, justement, les États-nations. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Avec un petit complément que j'ajouterai, c'est vrai que vous avez parlé du renouveau des nations, il y a aussi le renouveau des empires. La Russie, la Turquie. Bon, la Russie n'a jamais totalement cessé de le faire, ce que j'essaie de mettre en évidence depuis déjà un certain temps, mais même la Turquie, donc du Raïs Erdogan, l'orne vers une forme de néo-ottomanisme. Donc là aussi, on est dans des constructions impériales, des nostalgies, avec parfois des accents revanchistes, et qui profitent effectivement sur un mode de multi-alignement bien pensé. Là, on pense à Erdogan, on peut penser aussi aux Indiens, mais ça, je laisse à nos lecteurs le soin de le découvrir. Vous avez bien sûr détaillé ces exemples qui sont très parlants, notamment ce concept de multi-alignement qui a été proféré, je crois, par le ministre des Affaires étrangères indien, dont le nom m'échappe sur le moment, mais aussi que nous pouvons reprendre à notre compte, de certaine manière. Donc effectivement, il y a à la fois des réémergences d'entités qui furent grandes et qui aspirent à nouveau à la grandeur et à avoir leur place en tant que telles, qui se relient à leur héritage. Après, pour le meilleur, pour le pire, là aussi, après, on est dans le cas de confrontation. Pour la Russie, moi, j'aurais tendance à voir ça comme une menace pour le moment, en tout cas, ou en tout cas la nécessité pour la Russie peut-être d'opérer également une réforme intellectuelle et morale, et surtout peut-être d'en finir avec une certaine forme d'impérialisme et de revanchisme. Mais bon, ça, c'était une question qui nous amènera encore plus loin et dont il ne convient pas de détailler ici. Mais également, on a quand même effectivement ces renaissances qui se font. Effectivement, on s'achemine vers un plurivers, et là, nous devrons trouver notre place, et surtout, continuer à émerger, ou réémerger. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la Russie réhabilite en effet l'idée d'un monde russe qui va par-delà les frontières de la Fédération de Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui. En effet, vous parliez d'Erdogan et qui réaffirme l'autonomanité de la Turquie. Il y a un concept qui est intéressant pour parler de ces États, c'est le concept d'État-civilisation. Il y a les États-nations, il y a les États-civilisations qui, au nom de leur civilisation et de leur grandeur passée, redessinent une sorte de sphère d'influence qui n'est pas sans rappeler aussi ce que toute puissance nationale ou civilisationnelle a toujours cherché à construire, c'est-à-dire une sorte de zone d'influence, de précaré dans laquelle elle a vocation à faire la loi. Et en effet, la réémergence
de vieux États colonisés ou vaincus, participe aussi d'une réaffirmation d'un certain nombre d'États civilisationnels. Je crois que ce concept est très apprêté pour penser à l'actualité. Voilà, effectivement, c'est vrai que ce Conseil international aussi doit nous faire réfléchir sur des formes effectivement de dynamique continentale européenne qui, une fois de plus, nous l'avons déjà formulé, puisse être respectueuse des entités nationales et des spécificités nationales. Bon, ça c'est le principe de subsidiarité et c'est un petit peu, nous, le concept impérial que nous mettons en avant, voilà, avec une direction surplombante qui respecte en quelque sorte les identités et les spécificités de nos peuples, spécificités qui se sont forgées pendant plusieurs siècles et qui sont la base, qui sont le substrat de notre renouveau, de notre renaissance. Max Erwan, je remercie vraiment sincèrement de votre présence aujourd'hui, de nous avoir fait profiter un petit peu de vos lumières et de votre sensibilité sur cette question qui est une question aujourd'hui de type existentiel, nous n'ayons pas peur de le dire. Donc je vous souhaite bonne chance pour peut-être des travaux en cours déjà. Vous avez déjà des... Oh, j'ai quelques idées, mais on va rester sur la géopolitique dans un premier temps. Voilà. On va rester là-dessus. Avant d'en sortir. Voilà. Donc, c'était Pascal Lassalle aujourd'hui à la direction de ce libre journal qui vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir. Vous venez d'entendre le libre journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 25 novembre 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 2 décembre de midi à 13h30 et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.